Du coup, bienvenue donc, à cette webconférence du réseau rural de Guyane, donc, qui inaugure l'année 2021, puisqu'il y aura donc une webconférence chaque mois, chaque dernier vendredi du mois, je crois, organisée par différents réseaux ruraux régionaux. Donc aujourd'hui, le sujet de la webconférence porte sur le biomimétisme, concept et contexte, donc quel intérêt pour le développement territorial. Voilà, l'objectif, c'est peut-être d'inspirer d'autres territoires ruraux comme nous ici en Guyane, à s'intéresser au sujet. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis Delphine Pinault, coordinatrice du réseau rural de Guyane, à la collectivité territoriale de Guyane. Donc, il faut savoir qu'en Guyane, la région et le département ont fusionné en une seule et même collectivité. Et sur cette programmation européenne, c'est la CTG, donc la collectivité, qui porte le dispositif. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous ma découverte du sujet du biomimétisme. Donc, un sujet à la fois très passionnant et aussi très vaste. Donc, vu le champ des possibles qu'il représente, qu'il propose. Et donc, ça va faire à peu près un an que j'ai découvert le CIBIOS, donc le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et donc, je souhaitais également partager avec vous ma rencontre, une très belle rencontre, avec Hugo Bachelier, qui est chargé de la formation et de l'animation interrégionale au CIBIOS. Donc aujourd'hui, on va co-animer ensemble cette webconférence. Donc on vous propose déjà de démarrer par une présentation du sujet, puisque bon nombre de personnes découvrent en fait le sujet. Donc Hugo va démarrer par une première présentation. Et ensuite, on passera à une session d'échange et de réponse aux questions. À ce moment-là, moi, je pourrais aussi échanger là où j'en suis par rapport à ce sujet-là en Guyane et particulièrement via le réseau rural. Voilà. Juste avant de démarrer, donner la parole à Hugo. Pensez bien à éteindre les micros, à poser vos différentes questions directement sur le chat. Voilà, et puis pour information, la vidéo est enregistrée et vous pourrez la retrouver ainsi que les autres webconférences directement sur le site du réseau rural national. Voilà, donc je te laisse la parole, Hugo. Ça te va ? Merci Delphine pour l'introduction. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Normalement, c'est bon. OK. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de biomimétisme et de vous expliquer pourquoi on passe de la biomimétique au biomimétisme. On va essayer de distinguer un peu tous ces concepts et on va un petit peu aussi, je vais aussi essayer d'amener des réflexions sur ce qui est en train de se mener, se tramer dans le déploiement du sujet sur le territoire français et un tout petit peu aussi international. Donc, comme j'ai pu être introduit, voilà, Hugo Bachelier, n'hésitez pas, si vous voulez, mon mail, je pourrais vous le repasser à la fin si vous voulez échanger plus en détail sur tous ces sujets-là. Alors, voilà, sans attendre, les enjeux de sémantique qui font souvent débat. Bon, mais ça, c'est un travail qui a pu être fait dans les années 2015 sur une norme ISO, qu'on a travaillé avec tout un groupe international, donc le CIBIOS était partie prenante de cette réflexion, qui distingue trois termes, la bioinspiration, la biomimétique et le biomimétisme. Alors, l'idée, c'est que le grand chapeau, je vais essayer un peu de les détailler, parce qu'il faut que ce soit bien clair, c'est important pour parler tous de la même chose. La bioinspiration, c'est cette démarche, cette approche quand on va regarder le vivant et qu'on s'en inspire. Mais on y retrouve à peu près tout. Ça peut aussi bien être de la peinture, de la poésie, de la danse. Dès qu'on est bien inspiré du vivant, on est bio-inspiré. La biomimétique, c'est cette sous-catégorie qui invite à s'inspirer du vivant pour résoudre une problématique technique de l'espèce humaine. Donc là, on peut très bien retrouver de la robotique bio-inspirée, on peut très bien trouver, je vais un peu détailler. Et puis le biomimétisme, c'est quand on a cette intersection entre l'inspiration du vivant et la résolution de problèmes autour de la transition environnementale, de l'éco-conception. Voilà comment c'est défini dans la norme. Biomimétisme, c'est une philosophie, une approche conceptuelle, interdisciplinaire, prenant pour modèle la nature afin de relever les défis du développement durable, social, environnemental, économique. C'est comme ça que c'est structuré dans la norme ISO.
Et il peut y avoir encore des débats et des échanges, mais ça peut vous donner au moins un point de base pour réfléchir. Donc voilà, pour aller un peu plus au fond de ces termes sémantiques, et après je vais m'arrêter là, mais c'est la bio-inspiration et le biomorphisme. Voilà, vous pouvez très bien aller chercher des inspirations de forme. Là, ce n'est pas parce qu'on s'est inspiré du flamant rose que le tabouret est plus performant. C'est vraiment juste une inspiration esthétique, mais pas obligatoirement autour des problèmes technologiques. La biomimétique ou la bionique c'est l'intersection entre l'inspiration du vivant et la robotique. Donc ici, par exemple, des exemples très connus, le velcro, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est inspiré d'une fleur qui s'appelle la fleur de Bardane, qui s'accroche à vos vêtements et quand vous partez en forêt et que voilà, vous en avez plein, ou même dans les poils de vos chiens, eh bien, c'est un système d'adhésion passive, sèche, intéressante, qui a inspiré le velcro. Cependant, ici, ben, voilà, on se retrouve avec quand même une adhésion sèche, mais faite avec des hydrocarbures. Donc, l'impact environnemental n'est pas obligatoirement souhaitable. Ici, par exemple, l'effet lotus, c'est les feuilles de lotus qui ont une hyperhydrophobie, c'est-à-dire qu'elles empêchent l'eau de se déposer, et comme ça, elles peuvent déperler, parce que les feuilles de lotus sont toujours à l'horizontale, vu qu'elles sont déposées sur l'eau. Elles avaient cette nécessité de faire évacuer l'eau, donc c'est développé à travers l'évolution des nanostructures qui empêchent l'eau de se déposer et qui permet à l'eau de déperler et de nettoyer toute la feuille. Et donc voilà, je passe sur ces exemples-là, mais c'était juste pour montrer que ça, c'est des inspirations pour résoudre un problème technique, mais parce que, par exemple, cette nanotexturation-là, quand on veut la reproduire, c'est une chimie qui peut être très impactante, avec beaucoup d'impact environnemental. On n'est pas obligatoirement sur la transition environnementale, on s'est inspiré de systèmes techniques très intéressants, mais pas obligatoirement avec l'intérêt de résoudre un enjeu de transition. Alors que le biomimétisme, qui est encore, la frontière est floue entre la biomimétique et le biomimétisme, c'est jamais très simple, mais c'est une vision plus holistique, plus systémique, qui vise un peu la durabilité, et c'est une forme de cap à suivre, une philosophie qui va venir transpirer dans plein de démarches. Voilà pour ces termes un peu de sémantique, important à bien clarifier. Maintenant, si on plonge un peu aussi dans les concepts du biomimétisme. Alors, par exemple, là, ce qu'on vient de voir, c'est des inspirations très technocentrées autour de la feuille de lotus ou le velcro. Ici, ce que vous avez, c'est l'arbre de la vie. Un graphique que j'aime bien utiliser pour présenter un peu la diversité des espèces aussi sur cette planète Terre. Alors, ce que vous avez ici, c'est l'échelle du temps dans les deux directions. Ici, là, c'est la naissance de la planète, plus de 4 milliards d'années avant notre ère, et puis ici, l'apparition de la vie sur Terre. Et là, après, c'est l'arbre phylogénétique, on appelle ça, du vivant. C'est une vue de l'esprit, on ne sait pas exactement à quel moment se sont séparées toutes les espèces, mais c'est des théories qui tiennent quand même assez bien la route et qui nous donnent un ordre d'idée un peu des différentes apparitions des grands règnes. Alors là, c'est pas à l'échelle. Si on prenait toute la diversité des bactéries, l'arbre serait gigantesque. Mais donc, ce que vous avez, c'est la grande diversité des espèces qui se séparent. Et sur cette dernière ligne, c'est toutes les espèces qui, à notre époque, sont vivantes sur cette planète. Et ici, Homo sapiens sapiens, une espèce dans les mammifères parmi ces 10 à 100 millions d'espèces. Donc, il y a 10 à 100 millions d'espèces. Vous voyez, la marge est très, très grande. On connaît mieux le nombre d'étoiles dans la galaxie que le nombre d'espèces sur la planète Terre. Et ça prouve bien qu'on a encore pas mal de choses à découvrir et à explorer sur notre belle planète. Donc, il y a deux choses intéressantes à regarder là-dedans. C'est que déjà, on est une espèce parmi tant d'autres. Et en plus, on a eu autant d'années d'évolution que les autres espèces. Et parfois, toutes les autres espèces sont aussi, voire mieux adaptées à leur environnement que nous, et ont plein de choses à nous apprendre ou à nous enseigner sur les mécanismes d'organisation sur cette planète. Et quand on parle de cette planète Terre, la voici, c'est l'écosystème de la vie, c'est le seul endroit, à ma connaissance, où on a observé de la vie actuellement. Et ce n'est pas une grosse boule, c'est une bulle, c'est une fine couche en fait autour de cette fragile planète où s'est développée la vie, quelques kilomètres en dessous, quelques kilomètres au-dessus. On a donc tout l'écosystème et la biodiversité, c'est 10 à 100 millions d'espèces qui sont organisées dans cette biosphère. Et si on regarde cette biosphère comme un système thermodynamique, eh bien, on observe qu'il y a majoritairement un seul intrant, c'est l'énergie solaire,
qui est capturé, même, stocké dans ce système de biosphère par la photosynthèse. Et ensuite, c'est un flux d'échange d'énergie et de matière. Alors, c'est photosynthèse, ensuite, c'est donc les herbivores qui vont manger les plantes, qui vont ensuite nourrir les carnivores. Et tout ce flux d'énergie, il est échangé entre toutes les espèces. Alors, majoritairement, tous ces atomes semblent, il y a une grande danse des atomes et des énergies, mais il semble quand même qu'il y ait un atome qui soit stocké, qui semble être stocké, en tout cas à l'échelle géologique du temps de la vie, qui semble être stocké et sorti un peu de cette grande danse, c'est le carbone. Le carbone, voilà, est stocké de manière assez pérenne dans les sols et pas que, hein, même dans l'eau, dissous dans l'eau. Il y a plein mal d'espèces qui vont aller même stocker, donc c'est des arbres, par exemple, il y a des arbres, beaucoup d'arbres qui vont stocker du carbone dans les sols, mais tout ce que vous retrouvez, par exemple, les grandes falaises d'Étretat, c'est des algues qui sont déposées au fond de la mer, les coccolithes, c'est des carapaces d'algues qui sont faites de calcaire et qui, par des effets géologiques, ensuite ressortent de terre, que vous pouvez voir. Tout ça, c'est du carbone qui a été stocké. Et même les hydrocarbures utilisés actuellement, c'est de la biomasse stockée dans les sols. Et on est peut-être la première espèce, alors il y a plein d'espèces qui quand même remettent ce carbone en circulation, mais on est peut-être la première espèce à le déstocker aussi rapidement et en aussi grande quantité. Donc c'est aussi ça, l'approche de bioinspiration, c'est essayer de regarder les systèmes dans leur globalité et comprendre qu'il y a des mécanismes et il y a des choses, il y a des règles qui peut-être parfois méritent de ne pas être dépassées. Ça peut poser certaines lignes rouges, certains principes de fonctionnement, en tout cas du déploiement de la vie. Et nous, on parle des principes du vivant. Voilà par exemple quelques grandes règles des principes du vivant qui ne sont pas immuables, mais qui semblent quand même régir pas mal de choses au sein de la vie, par exemple, rend des services écosystémiques, c'est-à-dire qu'elle rend des services à son écosystème. Elle va traiter l'air, traiter l'eau, fixer le carbone. Là, par exemple, l'air que vous respirez, c'est parce qu'il a été enrichi en oxygène par d'autres espèces. L'eau que vous pouvez boire, bon, on a beaucoup de stations maintenant, mais c'est quand même il y a le cycle de l'eau avec tout un traitement de l'eau, avec un mécanisme de gestion de cette eau. Le vivant va fixer le carbone. Le vivant est régénératif, c'est-à-dire qu'il va construire les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Le vivant mise sur la biodiversité, sur la coopération et symbiose. On a beaucoup de compétition peut-être, mais il y a extrêmement beaucoup de symbiose et de coopération dans le vivant. Le vivant ne surexploite pas ses ressources, utilise les déchets comme ressources, fait sa chimie à température et pression ambiante. La majeure partie de nos matériaux qu'on produit il faut les chauffer à une très haute température. Tout le vivant, les 10 à 100 millions d'espèces que vous observez dans la nature, sont faites à température et pression ambiante avec des capacités de matériaux incroyables. Utilisent les atomes les plus abondants, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène. Donc, par exemple, ce que vous pouvez regarder sur le côté, c'est un arbre. C'est un bon exemple. L'arbre, voilà, ici, là, ce que vous voyez, c'est des panneaux solaires. Il va ensuite fixer le carbone. Tout ça, c'est du carbone. Il va traiter l'eau, traiter l'air. Il enrichit l'air en oxygène. Il a énormément de symbiose avec pas mal d'espèces, que ce soit dans ses branchages ou dans les sols avec le mycélium. Il ne surexploite pas ses ressources. Toutes ses ressources viennent du milieu exactement là où il est situé, que ce soit énergétique ou même ses ressources pour se construire. Il est fait à température et pression ambiante. Il n'utilise que les atomes les plus abondants. Il est complètement auto-organisé. Vous voyez, ça, c'est des structures fractales qui lui permettent d'avoir la meilleure répartition et la meilleure organisation au regard de l'ombrage, au regard du vent, au regard de l'énergie qui trouve sur lui. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres, on peut aller chercher plein d'autres. Il est résilient, il s'auto-répare. Ces principes vivants semblent être un peu des principes qui nous permettent de construire des cahiers des charges, de construire des réflexions pour des produits, des services, des organisations. On va voir un peu dans quoi ça se construit. Alors, je fais un petit écart. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rapport de Meadows, le couple du MIT, qui était en fait un des premiers rapports peut-être sur l'étude du collapse. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont modélisé l'évolution de la population. Donc là, c'est très simplifié, hein, je fais un graphe comme ça, mais l'évolution de la population humaine, et évidemment, plus on a une population qui augmente, plus on consomme des ressources, c'est les ressources disponibles, la consommation de ces ressources. Donc, évidemment, à un moment, on va atteindre un seuil qui n'est pas dépassable, et donc,
qu'on peut observer, ce qui avait été modélisé, c'est une chute de cette population. Donc, c'est le début des études sur la collapsologie, le collapse, la chute drastique d'une civilisation ou d'une population. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces modélisations-là ne sont pas uniquement. Donc, ça avait été à destination, c'était anthropocentré, enfin, disons, c'était orienté vers une modélisation de l'espèce humaine. C'est aussi quelque chose qui est observable sur beaucoup d'autres espèces. Quand on modélise l'évolution d'une espèce, par exemple, si vous prenez une crevette, vous la mettez dans une mare et qu'elle n'a pas de prédateur, eh bien, elle va consommer toutes ses ressources autour d'elle. Et jusqu'à qu'il y ait sûrement une chute drastique de la population. Vous revenez quelques mois plus tard, quelques années plus tard, mais où votre espèce a disparu, où elle a diminué de taille, elle a évolué, il s'est passé en tout cas quelque chose. Donc il y a plusieurs écoles dans le biomimétisme. Certains pensent que la bioinspiration va pouvoir nous aider à réduire la courbe des ressources. D'autres nous disent, mais de toute façon, il est trop tard. Les mécanismes font que, de toute façon, aller dans le mur et qu'on ne va pas pouvoir réduire notre consommation des ressources. Par contre, ce qu'on peut regarder dans le vivant, c'est aussi les mécanismes de résilience du vivant, les systèmes résilients. Donc, il y a aussi tous les écosystèmes subissent des chocs très régulièrement, que ce soit des grands feux, des grandes sécheresses, de l'humidité. Comment la vie, qui elle de toute façon perdurera après nous, hein, comment la vie arrive à revenir ou à se rééquilibrer, à trouver sa résilience. On peut aller explorer aussi ce mécanisme de résilience suite à un collapse. Un petit peu aussi des briques de réflexion sur les mécanismes du vivant. Et notamment, ce qui peut vraiment aider, c'est pas l'idée de réduire nos impacts ou réduire notre ressource, mais c'est vraiment de passer dans un esprit de régénération. Comment on peut régénérer un écosystème, comment on peut et les services écosystémiques. Donc là, par exemple, c'est une vision qui a été proposée par WWF des différents services écosystémiques, qui reste une vision encore très anthropocentrée. Hein. Vous voyez, par exemple, les services culturels, c'est vraiment ce que nous donnent les autres espèces à l'espèce humaine. Il y a des travaux de recherche aussi, justement, sur essayer de détailler des services écosystémiques d'espèces, interespèces, qui ne seraient pas obligatoirement en lien avec l'espèce humaine, mais pour vraiment solidifier des écosystèmes. Il y a des services culturels, d'approvisionnement, de régulation, de soutien. Et si vraiment on prend conscience de ces différents services-là, est-ce qu'on reconstruit du lien autour de ces services, eh bien, on peut peut-être viser des services résilients, des écosystèmes résilients, des territoires résilients. Il y a plein d'autres briques pour construire des territoires résilients, mais vraiment, dans le serviciel, et recréer du lien interespèces notamment, eh bien, c'est une des briques vraiment primordiales, et c'est des choses qu'on peut aller observer dans le vivant grâce à une démarche de bioinspiration. Voilà quelques champs d'application techniques dans lesquels on peut aller aussi explorer la démarche de bioinspiration. Par exemple, l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, majoritairement, le cahier des charges du vivant, l'énergie intrante majoritaire, c'est l'énergie solaire. Ensuite, beaucoup d'optimisation dans la consommation, dans le stockage de l'énergie, avec plusieurs sources diversifiées. On peut aussi s'intéresser aux matériaux. Il y a beaucoup de travaux de recherche sur les matériaux multifonctionnels du vivant. Une peau, par exemple, va avoir un système de hiérarchisation extrême, des matériaux très composites, auto-assemblés, auto-réparables, recyclés, recyclables, avec des performances incroyables, et tout ça fait avec des atomes les plus abondants, avec cette chimie-là, composés abondants, température, pression modérée, solvant universel qui est l'eau, beaucoup de catalyses enzymatiques qui vont accélérer des réactions qui sont extrêmement complexes. Et puis, voilà, un autre aspect intéressant, la gestion de l'information dans le vivant, des capteurs, des senseurs, beaucoup d'intelligence. Vous, actuellement, ce que vous entendez, vous voyez, vous utilisez énormément de capteurs. Le vivant fait de l'informatique à tout va. Il traite, il stocke, il capte de la donnée. Actuellement, on est en train de capter, stocker, traiter de la donnée. Et tout ça, dans cette chimie-là, encore une fois, de composés abondants, de température, pression modérée. Ça peut clairement re-questionner aussi notre manière d'organiser notre hardware, mais aussi notre... Voilà. Et puis sur l'eau, par exemple, un bon exemple, je vais vous en donner qu'un sur tout cela, mais la zone libellule, qui est un projet de Suez qui est assez intéressant. Par exemple, c'est l'objectif de traiter de l'eau. Vous voyez si je vais pouvoir zoomer. L'idée, c'est d'arriver à avoir de l'eau en entrée qui est assez polluée et puis en sortie qui est beaucoup moins polluée. Alors, comment on fait? En fait, ils reconstruisent tout un parcours d'eau avec une grande diversité d'espèces qui vont capter différents types de polluants.
Et là, on est vraiment à la fois dans un service rendu, qui est le traitement de l'eau, et en même temps, on se retrouve avec une zone de biodiversité complètement protégée et avec une richesse de biodiversité qui réapparaît et qui se remet en place avec des espèces qu'on n'avait pas vues depuis de nombreuses années qui reviennent et qui se réinstallent. Donc, on a un espace presque régénératif et qui remet de la symbiose avec le vivant pour rendre des services à l'espèce humaine. Mais... voilà d'autres domaines d'application dans lesquels on pourrait se pencher aussi un peu plus holistique, un peu plus systémique. L'agriculture, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose à mon avis avec l'agroforesterie, la permaculture, tout ça sont des démarches aussi de bio-inspiration, de regarder le vivant pour s'inspirer et comprendre que les systèmes vivants sont des systèmes avec une grande diversité d'espèces qui se rendent des services entre elles et on ne déploie pas uniquement des espèces qui vont être alimentaires, mais aussi des espèces qui vont enrichir, structurer les sols, protéger contre les épidémies. Alors, on reconstruit un écosystème et une grande approche de tout ça, c'est aussi de réaliser qu'on ne peut pas tout maîtriser et c'est aussi une forme de lâcher prise. Et une démarche de bio-inspiration, c'est aussi vraiment une compréhension, une transformation dans le regard sur l'innovation. On va en parler un tout petit peu. Au niveau architectural aussi, on peut se poser des questions sur par exemple, toutes les espèces, tous les milieux, tous les habitats qui existent à travers le monde. On a une grande diversité d'habitats et des dizaines de milliers d'espèces qui sont toutes adaptées, qui savent habiter le territoire avec des ressources locales, avec les enjeux thermiques, de régulation du froid ou du chaud, des enjeux d'humidité, avec arriver à réguler tout ça aussi. Et donc, on peut regarder comment fonctionnent et comment se construisent leur habitat les autres espèces, mais même nous, on est une espèce à part entière hein, et on a su, à un moment ou l'autre, être en totale adéquation avec les ressources locales. Et c'est toute l'approche de l'architecture vernaculaire, finalement. C'est d'aller regarder comment l'espèce humaine, à une période, su construire des habitats en adéquation avec ces enjeux de territoire. Maintenant, on construit les villes exactement de la même manière à travers le monde et il faut refroidir d'un côté, réchauffer de l'autre. Voilà, on a beaucoup de choses à apprendre de nos ancêtres sur ce sujet-là. Un beau projet, par exemple, qui a été développé au Zimbabwe, c'est le Eastgate Building, qui est inspiré des termitières, des termites qui faisaient de l'agriculture bien avant nous, qui avaient, en fait, cultivent des champignons dans leur termitière et devaient donc avoir une température, plutôt une humidité, en fait, on a réalisé après, bien plus stable que les variations que pouvait subir ce genre de région. Et donc, elles ont construit des systèmes de ventilation naturelle qui ont inspiré Mike Pierce, un architecte, qui a construit un bâtiment complètement régulé thermiquement grâce à ces mécanismes-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, qu'on n'est pas obligé d'être dans de la super sophistication pour faire de la bio-inspiration. Les matériaux sont de la terre cuite, de la terre, c'est des matériaux locaux, très maîtrisés. Alors après, au niveau esthétisme, on peut discuter évidemment, mais en tout cas, ici, il a fait plus de 90% d'économie d'énergie pour construire son bâtiment et on a une régulation thermique qui est passive et qui n'a pas besoin de maintenance régulière. Une autre manière de voir le projet, par exemple, c'est ici un projet qui doit développer tout un quartier et qui a étudié tous les services qui étaient rendus par la zone initiale avec le nombre de biodiversité, le nombre de captation, de précipitation de l'eau et de captation de l'eau dans les sols, de captation énergétique, de production énergétique. Ils se sont donné des objectifs. Alors, ils savaient évidemment qu'ils ne pouvaient pas atteindre les 100%, mais au moins, ils sont partis en pleine conscience en disant eh bien, on va arriver à avoir une couverture de plus de 30% des arbres, alors qu'avant, on en avait 90%, la précipitation. Voilà, au moins, ils essaient, et comme ça, ils peuvent évaluer leur impact et essayer de voir comment ils peuvent se donner des objectifs vis-à-vis de l'impact global sur le territoire. Une autre manière aussi de voir le projet, et, enfin c'est un peu lié tout ça, c'est un très beau label qui s'appelle le Living Building Challenge, qui promeut justement des habitats régénératifs. Avec l'idée n'est pas de diminuer l'impact, mais plutôt de passer dans la régénération, d'avoir des bâtiments qui vont traiter l'air, stocker l'eau, enrichir la biodiversité. Et ce qui est très intéressant, là par exemple, il y a une centaine, plusieurs centaines de bâtiments qui sont labellisés comme ça à travers le monde. Et des approches complètement différentes sont en train d'émerger. Par exemple, un bâtiment à Seattle qui s'est construit en se posant la question combien j'ai d'énergie sur mon site et donc combien
mon bâtiment va pouvoir utiliser l'énergie. En fait, ça paraît trivial en se disant ça devrait toujours être comme ça quand on construit un bâtiment, mais lui, voulant être sur de l'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas faire des hectares et des hectares de panneaux solaires. Il a donc dû se poser la question combien j'ai d'énergie solaire qui arrive ou d'énergie thermique qui arrive sur mon site et combien je peux donc utiliser d'énergie dans le bâtiment. Et donc, il a dû re-questionner plein de choses dans le bâtiment et être très, très créatif pour arriver à transformer la manière de faire, de challenger et de construire cette bibliothèque assiette. Et puis, ça peut aussi challenger les organisations, les modèles économiques. Alors, voilà, je vous ai mis ça comme ça, mais par exemple, imaginez-vous organiser le printemps. Bon, déjà, organiser une réunion, c'est quand même une sacrée galère souvent. Là, vous réunissez plusieurs dizaines, centaines de millions d'espèces à travers, qui se réveillent en même temps, qui débarquent de partout dans le monde, plein de choses, complètement auto-organisé. Il n'y a pas. Après, ça peut faire débat, hein, un grand architecte. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'auto-organisation dans le vivant et plein de choses à aller chercher là-dedans. Et notamment, par exemple, vous connaissez peut-être ce schéma-là qui met donc l'équilibre économie, social et écologique. Donc ça, c'est le développement durable. Alors nous, on est peut-être un peu rétrograde, mais on revient à une vision un peu plus ancienne de René Passé dans les années 70, qui disait, il y a cette grande bulle, c'est la planète Terre que je vous ai présentée tout à l'heure, avec 10 à 100 millions d'espèces, qui est la biosphère. Et puis au sein de cette biosphère, il existe une espèce, Homo sapiens sapiens, qui est une espèce complètement interdépendante des autres espèces. Hein, toute la nourriture qu'on mange, tout notre biotope dans notre ventre, tout l'air qu'on respire, c'est parce qu'il a été traité par d'autres. Voilà. Et au sein de cette espèce, il existe un outil qui a été développé par l'espèce humaine, qui est très utile pour plein de choses, l'économie, la monnaie, beaucoup d'imaginaire sur les organisations, mais qui peuvent toujours être questionnés au regard et qui doivent même être questionnés complètement au regard du maintien de la biosphère. Voilà. C'est aussi un autre prisme de regard sur le développement durable. Très bien, le modèle économique, mais est-ce toujours le bon? Est-ce le plus performant? Est-il toujours au service du maintien de l'espèce humaine au sein de cette biosphère? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait regarder le projet? Voilà à peu près pour scanner quelques opportunités. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin aussi dans ce que ça vient changer dans les paradigmes de conception ou de regard sur l'innovation, je vais vous introduire rapidement la low-tech. Je ne sais pas si ça vous parle à tous. C'est la low-tech, ça peut être défini technologie qui peut être définie un peu par tout ça. C'est du do-it-yourself, c'est du réparable, c'est de l'économique, c'est pour tout le monde, c'est à faible impact écologique. C'est fabrication locale. Donc, c'est toute une mouvance en France et dans le monde entier qui essaie de re-questionner la technique pour la mettre au service de tout un chacun et que ce soit vraiment un outil au service du maintien de l'espèce humaine, au service d'une meilleure inscription dans nos projets de résilience, dans nos projets de vie aussi, dans notre projet d'arriver à être autonome et résoudre nos différents besoins fondamentaux, mais que ça ne vienne pas non plus nous envahir et nous bloquer aussi, parce que maintenant on ne sait plus réparer, on ne sait plus adapter les choses comme ça. Alors par contre, le mot réparable fait question, parce que je discutais avec un ami qui est lui expert de la low-tech, qui disait qu'il avait fait un voyage de bateau et quand il est revenu à bon port et qu'il avait donc récolté plein de low-tech à travers son voyage, et la plus belle low-tech que j'avais, c'est une poule. Une poule, parce que quand je lui donnais mes déchets, elle me faisait un œuf. Superbe low-tech, extrêmement performante, extrêmement incroyable pour valoriser mes déchets et me produire à manger. Pour autant, est-ce que c'est vraiment réparable si vous faites votre poule si vous faites griller votre poule le dimanche, vous ne pouvez pas, à mon avis, le lundi réparer votre poule. Et c'est exactement un peu le challenge. La manière de voir quand on conçoit un projet actuellement, c'est majoritairement posé à des ingénieurs, des architectes, et on demande de dessiner sur le papier comment construis-moi une poule, alors que c'est un système complexe, en fait, la poule. Et quand on nous demande de résoudre des problématiques de la transition environnementale, on nous demande de résoudre des problèmes complexes. Alors, on ne peut pas construire ça de but en blanc, dessiner tout ça. Et on risque plutôt d'obtenir ce genre de choses. Donc, la question, c'est plutôt comment obtenir le poule. Pour autant, cette poule est extrêmement
accessible, en fait. Tout le monde peut accéder à la poule, tout simplement parce que le processus est extrêmement simple. Donc, vous avez un œuf, et bien pour avoir un poussin, vous en prenez soin, vous le réchauffez, et puis après vous le nourrissez, et normalement à la fin vous avez une poule. Le processus, voilà, a été simplifié comme ça sur cette slide de manière très, très simple. C'est simple de designer des processus pour obtenir, c'est toujours simple, hein, mais celui-ci est compréhensible et accessible pour obtenir un système complexe. Et c'est aussi cette invitation au lâcher-prise et à la compréhension que on ne comprend pas tout ce qui se passe dans une poule, et ce serait presque hautain d'imaginer qu'on comprenne tout ce qui se passe dans une poule. Et quand on s'intéresse à des systèmes complexes du vivant et sur l'organisation d'un système résilient, eh bien, il faut comprendre les processus d'organisation plutôt que de comprendre le design complet du produit. Voilà, c'est exactement un peu aussi une démarche des Nature-Based Solutions, les solutions fondées sur la nature, mais même c'est une invitation aussi à aller regarder des populations qui, depuis des années, s'inscrivent dans leur territoire, donc les savoirs traditionnels écologiques par exemple, et savent s'organiser, construire avec leur écosystème, et savent bien créer des écosystèmes qui sont plus symbiotiques avec les autres espèces. Donc ça, c'est des exemples un peu de savoir traditionnel, mais même sur nos territoires, on a voilà, le summum de la permaculture, c'est des jardins-forêts où clairement, là, tout ça sont des espèces qui ont été plantées, mais on a un peu laissé les choses se faire, et puis quasiment que des espèces comestibles, mais des espaces complets ont été designés pour accueillir une grande, grande biodiversité, et évidemment, on ne maîtrise pas tout de A à Z. On ne pourrait pas construire ça dans une usine Peugeot. Voilà à peu près. Alors, sur ces sujets-là, moi, je vous invite fortement à lire les Socialterres, c'est une super revue, notamment les 2 hors-série sur le réveil des imaginaires, parce que c'est aussi ça, c'est arriver à embarquer, à transformer ces réflexions, et puis renouer avec le vivant, le dernier hors-série, sur cette nécessaire invitation à renouer, à recréer du dialogue avec le vivant. Voilà, un petit peu ces petites revues intéressantes. Alors, contexte, enjeux internationaux et nationaux, très rapidement, comment tout ça se structure au niveau international. Alors, on n'est pas du tout les seuls à s'intéresser au sujet. Les Allemands, depuis bien longtemps aussi, ont poussé le sujet. Les premiers à avoir lancé la thématique du biomimétisme, biomimicry. Alors, c'est les Américains, avec un bouquin de référence aussi sur la thématique. Et puis, on n'est pas, la bio-inspiration, c'est pas neuf non plus, ça date de plusieurs siècles. Hein. On a toujours regardé le vivant, plusieurs millénaires même, pour s'en inspirer. Alors, par contre, eux, en Allemagne, ils sont très orientés sur la bionique et la biomimétique, pas obligatoirement sur une approche de transition environnementale, même si ça commence à émerger. Et puis, d'autres réseaux apparaissent un peu à travers l'Europe, mais n'ont pas encore réussi à faire un grand travail de structuration, comme on a pu le faire en France. Alors, nous, on n'est pas non plus en reste en plus sur cette thématique-là. On a de nombreuses équipes de recherche, plus de 200 équipes de recherche déjà mobilisées sur une approche de biomimétisme en France. On a pu référencer aussi BIOS, travail sur les énergies, les matériaux, l'information, l'eau, les organisations bio-inspirées. Mais surtout, on a aussi une très très belle richesse, c'est nos territoires de biodiversité. Alors, on a plus de 10% de la biodiversité mondiale qui est représentée sur le territoire français, avec le 2e plus grand espace maritime au monde. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien, c'est grâce à nos territoires outre-mer hein, quand même qu'on a cette grande biodiversité avec des hotspots de la biodive comme la Guyane, la Polynésie française, la Réunion. Mais même sur l'Hexagone, on a notamment la 3e plus belle collection au monde du Muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle, avec plus de 68 millions de spécimens. On travaille beaucoup avec eux sur ces sujets-là. Donc une grande, grande connaissance de la biodiversité qui mérite d'être valorisée. Voilà, notamment en plus institutionnellement, on a beaucoup de rapports qui poussent le sujet, qui ont développé des références sur les enjeux du biomimétisme. Je vous invite à lire si vous voulez, notamment celui du CESE, le biomimétisme inspiré de la nature pour innover durablement, de Patricia Ricard, qui fait un grand état de l'art un peu des leviers et des freins du déploiement du biomimétisme en France. Et puis d'autres rapports, dernièrement, la stratégie bioéconomique qui mentionne le biomimétisme comme un levier pour la transition environnementale, le contrat d'objectif de performance du CNRS qui intègre les enjeux de la bioinspiration dedans, et puis un rapport qu'on a réalisé avec France Stratégie, l'organe de décision prospective de la France, et sur les enjeux du biomimétisme, quel levier de développement et quelle perspective pour la France.
Voilà. Et dans tout ça, c'est un peu là-dedans qu'est apparu le Symbiose, donc mon organisation, qui est une SCIC, maintenant une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui réunit pas mal d'acteurs euh, de la recherche, beaucoup d'acteurs de la recherche, des grands groupes, des structures pédagogiques, mais même des régions, la Nouvelle-Aquitaine qui va rejoindre, des associations, voilà, tout un écosystème d'acteurs pour essayer d'embarquer sur le sujet des centres d'études, d'expertise et réseaux d'acteurs industriels, académiques et nationaux sur les enjeux de la bioinspiration. Notre objectif est d'essayer d'accélérer la transition sociétale par la démarche du bioéthisme, en fédérant tout ce réseau d'acteurs et en structurant de la ressource et la donnée. Voilà, par exemple, nos différentes missions, ça va être de fédérer ce réseau. On a un grand écosystème de plus de 400 acteurs sur le territoire national avec des collaborations internationales. On accompagne de nombreux projets industriels pour essayer de garder un pied, on fait de la recherche, mais on essaie aussi vraiment de garder un pied dans l'industrie pour voir concrètement comment on peut déployer, développer le sujet pour transformer les méthodes d'innovation et les méthodes de conception. On développe de la méthodologie, comme je disais, de la recherche sur les enjeux du bioéthisme, avec 2 ou 3 thèses en interne sur comment faire du bioéthisme, quelle est la place du designer, quelle est la place du biologiste là-dedans, comment on structure la donnée, comment on l'accède, comment on documente. Pas mal de réflexions là-dessus. Et puis, on contribue au déploiement de la pédagogie avec plus de 600 heures de cours, mais on a aussi ouvert des masters dédiés au bioéthisme en France. On ouvre aussi des nouveaux modules sur la reconnexion vivant, sur des perceptions différentes de la nature. Et puis, énormément de médias aussi, on communique beaucoup, beaucoup d'apparitions en presse, en médias, en conférences, on développe des séries, des choses comme ça, un peu pour promouvoir l'idée. Et puis, on essaie de démontrer des plateformes, on essaie de construire des plateformes, de construire des expérimentations. Alors, on va en parler un tout petit peu après, mais surtout, notamment au niveau territorial. Alors, on a fait de nombreux rapports, alors je ne vous ai pas montré là, on a fait de nombreux rapports, des états de l'art sur les matériaux bio-inspirés, l'architecture bio-inspirée, l'habitat bio-inspiré, les enjeux autour de la pédagogie. Alors, on essaie de structurer un peu de la donnée là-dessus. Et puis, on a notamment fait un rapport avec l'aide du ministère de la Transition écologique et solidaire sur le biomimétisme et son état des lieux en France et au niveau, donc, un screen, tout est accessible sur un site web. Et puis, région par région, quel est le potentiel? Alors, il commence un peu à dater, 2017-2018. Maintenant, les choses ont bien évolué. On est une équipe de plus de 6-7 pour déployer les enjeux du biométisme au niveau régional. On a une convention avec la Nouvelle-Aquitaine pour développer le sujet, avec la région PACA, et puis on développe avec des collectifs d'acteurs dans les territoires bretons, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, voilà, on travaille partout, et puis on échange avec les acteurs sur les territoires outre-mer. Voilà des collectifs avec qui on travaille, notamment en Bretagne, un collectif avec qui on vient de déposer un appel à projet. En Haute-France, on est en train de déposer un gros appel à projet à 2 millions d'euros pour essayer de structurer tout l'écosystème et déployer le sujet. Je passe rapidement sur ce pour vous détailler un peu comment tout ça se structure. Et puis on échange dans les territoires outre-mer avec le réseau rural, notamment avec Delphine, l'OFB. On a des collègues, des partenaires en Nouvelle-Aquitaine, en Nouvelle-Calédonie, pardon, et en Polynésie française aussi, avec l'Institut polynésien de bioéthique qui est ouvert, François Payen qui peut se suivre. Alors voilà comment on essaie de déployer ça sur les territoires régionaux en 4 grandes étapes qui sont détaillées en dessous, qui ont plein d'actions derrière. Mais d'abord, on essaie de cartographier, essayer de comprendre qui fait quoi, quels sont les acteurs déjà engagés sur la thématique et aussi quels sont les curieux et quels pourraient être leurs besoins, quels sont les leviers, est-ce que c'est sur les enjeux de la transition environnementale, est-ce que c'est sur la compréhension des mécanismes et de la démarche de bioinspiration. Quand on a bien compris tout ça, on essaie de sensibiliser, de faire monter en compétence, de transmettre les outils, d'outiller, d'accompagner les institutions, les académiques, les industries, la pédagogie sur le déploiement de ces réflexions. Et puis on embarque vers la transition. L'idée là, on le fait en Nouvelle-Aquitaine, on a structuré en Nouvelle-Aquitaine, il y a une feuille de route qui s'appelle Néoterra, on va pouvoir en parler à peu près, mais qui embarque justement tout son écosystème sur les enjeux de la transition. Et nous, on essaie de montrer en quoi l'écosystème du biométisme peut répondre à cette feuille de route de la transition environnementale. Puis l'idée, après, c'est d'expérimenter et de déployer des projets pilotes, notamment peut-être sur les enjeux et des réflexions de territoire bien inspiré, territoire résilient. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? Comment on construit un territoire en adéquation avec ces enjeux vivants? Alors, voilà, on a maintenant des contrats avec la région Nouvelle-Aquitaine et la région
sud, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, on accompagne, on a cartographié, on a fait une première cartographie, ce premier rapport là ici. On a aussi fait une étude d'impact prospective sur 10 ans. Si le biométisme venait à se déployer dans 4 grands secteurs, quel pouvait être l'impact? Eh bien, on a évalué des très bonnes retombées socio-économiques. Maintenant, on est en train d'essayer de faire évoluer la méthodologie pour évaluer aussi l'impact sur la biodiversité et l'impact sur la transition environnementale. Ensuite, on a lancé des groupes de travail sur 4 grands axes et puis on a formé les agents localement aux enjeux du biométisme pour déployer des appels à projets dédiés, commencer à réfléchir à la transformation des politiques publiques, à des réflexions là-dessus. Voilà, par exemple, des appels à projets dédiés en Nouvelle-Aquitaine, nature et transition, design bio-inspiré. On intègre clairement les enjeux du biométisme dans ces choses-là avec la région. Et puis, comme je disais, la stratégie Neoterra, on a rédigé un rapport, comment l'écosystème du biométisme permet de répondre aux enjeux fixés par Neoterra. Et là, c'est un coup double. C'est à la fois embarquer les acteurs qui ne seraient pas totalement, les acteurs bio-inspirés qui ne seraient pas totalement alignés avec les enjeux de la transition environnementale et qui seraient là pour s'inspirer du vivant, mais pas tendance sur une transformation. Et puis, donc de créer des synergies autour de tout ça et puis de montrer aux acteurs institutionnels comment cet écosystème-là peut vraiment venir s'inscrire dans un imaginaire même, mais pas que, concrètement venir répondre aux enjeux de la transition de Neoterra, aux enjeux des ambitions de Neoterra. Puis en région sud, on a déployé cette mission sur 4 axes, identification des acteurs, c'était la première année cette année, réalisation d'une étude d'impact socio-économique comme il a pu être fait en Nouvelle-Aquitaine, animation des acteurs via l'organisation de VT, de groupes de travail comme autour de la COP, une COP d'avance, c'est la feuille de route de transition environnementale. Et puis on a fait le passage du Bio-Impact Tour. Alors je finis peut-être juste là-dessus pour vous présenter un petit peu ce projet qui a été porté avec Make Sense, qui est une structure qui accompagne l'entrepreneuriat social à impact positif. Et l'idée, c'est de mélanger, de fusionner la démarche d'entrepreneuriat social avec les enjeux de la bio-inspiration et de mêler donc biomimétisme et entrepreneuriat social pour générer une nouvelle génération d'entrepreneurs bio-inspirés à impact. Donc, c'était la première chose cette année. Ça a bien marché, c'était très intéressant. Et maintenant, on avance là-dessus pour voir. Hop. Et maintenant, on avance là-dessus pour arriver à poser pas mal de réflexions. Voilà à peu près sur cet enjeu-là. Ça pose beaucoup de déploiements. Et puis juste pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer, il y a BioMexpo qui a eu lieu en décembre dernier et qui a très très bien marché. C'était plein de conférences, d'ateliers sur les enjeux du biométisme et qui sont tous en ligne maintenant, que je vous invite à regarder. Voilà, juste quelques petites actualités ou des ressources, mais que je pourrais détailler après si ça vous intéresse. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces enjeux du biomimétisme. Du coup, je prends la parole peut-être en attendant les questions dans le chat, Hugo. Merci déjà pour la présentation bien complète qui permet pour les acteurs alors déjà initiés ou pas tout à fait initiés, comme je disais initialement, à tout le champ des possibles que peut représenter effectivement le biomimétisme. Alors après, le lien avec le développement rural, avec les territoires ruraux, puisque c'est un peu aussi l'objet des webconférences aujourd'hui. Pour répondre un peu à ça, moi, je voulais faire part rapidement de mon expérience en tant que coordinatrice du réseau rural de Guyane. Donc nous, ici, effectivement, on a un territoire avec où la biodiversité locale est très importante, où on s'interroge sur comment la valoriser, cette biodiversité. Et cette biodiversité est bien évidemment largement répandue sur les territoires ruraux. Nous, ici, donc, on échange avec beaucoup d'acteurs au niveau local. Donc, on a tous effectivement des approches différentes en fonction des structures dans lesquelles on travaille aussi de nos parcours et de nos profils. Mais là, je vais parler effectivement plutôt à l'échelle du réseau rural. On a identifié deux types en fait, de secteurs d'activité qui est donc, du coup le thème de l'alimentation. Et je prendrai même plus largement le système alimentaire, la résilience alimentaire et l'écotourisme.
Et les questions que je me pose, en tout cas l'intérêt que j'ai eu vis-à-vis du biomimétisme, moi, il est plus en termes d'innovation sociale, en termes d'organisation, de manière globale, on va dire. Et après, bon, pour les personnes avec qui je collabore. J'ai vu qu'il y avait William Montaigne là, qui était là, donc qui est par exemple un porteur de projet d'un projet d'innovation agricole, qui travaille sur la fertilité des sols. Voilà, on va toucher plus spécifiquement, par exemple, à des projets de cet ordre-là. Et voilà, on va plus toucher, enfin, moi, l'intérêt que j'ai en tout cas au niveau de ce sujet-là, il va plus être de l'ordre du comment coopérer ensemble, comment la nature voilà, peut nous enseigner sur le comment travailler ensemble, autour de l'alimentation particulièrement. Voilà, je pense que mes homologues des autres réseaux régionaux savent de quoi je parle, puisque c'est notre quotidien en fait aussi, hein, de comment faire le travail ensemble, comment aller sur ces sujets-là de manière collective et trouver des stratégies également durables en fait. Après, comme je vous disais aussi initialement, moi ça fait 1 an que je m'intéresse au sujet, j'ai vraiment pas fait le tour encore. Ce que je trouve intéressant comme exemple, on a eu un échange avec un des partenaires avec qui je travaille, là, Yann Renet, qui est également connecté, avec l'Institut polynésien du biomimétisme, qui est un site internet. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que du coup, vous avez des angles d'activité de mission qui peuvent être déployés sur les territoires de manière bien illustrée en tout cas et qui donnent des idées. En tout cas sur le sujet du développement de territoire. Parce que comme nous a dit Hugo, on peut aborder le sujet en fait de différentes manières. Et là aujourd'hui, il est plus question de s'interroger, plus particulièrement en tout cas sur lien entre biomimétisme, valorisation de la biodiversité et développement territorial. Voilà, donc je vais laisser j'ai essayé de faire court en fait pour vraiment laisser la place aux questions maintenant. Je crois qu'il y avait une petite question de David, mais qu'il a retirée. Est-ce que tout de même tu veux clarifier? Est-ce que c'est quoi les thèmes du développement rural plus spécifiquement? Et sinon, il y a Martha qui pose une question. Plus d'informations sur les travaux menés avec la région. Ouais, en fait, oui, tu as retiré ta question parce que j'y ai répondu. Peut-être vraiment la question du système alimentaire et la question de l'écotourisme. C'est vraiment les 2 thèmes qui reviennent et déjà qui répondent aussi à un besoin de notre territoire. Voilà, mais qui peut être abordé, je pense, de manière vraiment système, généraliste, comment on s'organise, comment on coopère, et aussi plus spécifiquement sur les différents maillons de système alimentaire. On parlait d'agriculture, Hugo a parlé d'agriculture, je trouve que c'est un très bon exemple en fait que le biomimétisme en fait peut apporter dans le domaine agricole en fait. Parce que c'est les seuls sujets que vous, c'est pas les seuls sujets que vous abordez, non, l'agriculture ou le tourisme. En développement rural? Oui. Non, le développement rural ne touche pas qu'à ces 2 thèmes, mais nous, en tout cas, c'est des sujets, notamment avec l'Office français de la biodiversité, sur lesquels on échange. C'est les thèmes qui nous intéressent sur le sujet. Comment? En Guyane. Oui, et puis particulièrement au niveau du réseau rural, hein, parce qu'il y a d'autres acteurs sur le territoire qui s'intéressent également à d'autres sujets vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, là, on parle de développement rural. Ce sont les 2 sujets, en tout cas, qu'on voit comme levier intéressant. Non, mais peut-être, David, si tu avais d'autres axes qui sont développés sur le territoire hexagone, auxquels je n'aurais pas confiance, moi, je peux peut-être essayer de faire des points. Juste 2 secondes pour revenir, William Montaigne de Solicase, donc pour parler justement des différentes sections sur lesquelles le biomimétisme intervient en Guyane, on peut rajouter également tout ce qui est volet énergétique. Donc nous, Solicase, comme l'a dit Delphine, on intervient sur le volet agricole, production alimentaire. Donc nous, le biomimétisme, on l'utilise en s'intéressant aux symbioses entre les micro-organismes du sol et les plantes. Donc des plantes alimentaires pour les cultures, mais aussi ça peut être du bois et notamment associer des bonnes bactéries pour booster justement la croissance des arbres, pour faire de la biomasse rapidement qui peut être utilisée à vocation énergétique. Donc ça, c'est des études qui sont aussi menées sur le territoire. David? Oui, en fait, par rapport à ma question, oui, tu as répondu, en fait, Delphine, sur les thématiques que toi tu ciblais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir par rapport aussi aux autres réseaux ruraux régionaux présents et aux autres acteurs,
quelles sont les thématiques en fait, qui pourraient se raccrocher, ou est-ce qu'on a des exemples déjà existants? C'est vrai qu'en effet, le développement rural, ça peut aussi être le tourisme, ça peut être plein de thèmes différents et qui pourraient un peu justement nous inspirer sur ce que l'on pourrait faire, parce que justement, il y a tellement de parallèles possibles. Qu'est-ce qui serait des... Par exemple, pour moi aussi, pour m'aider à mieux me représenter les choses, j'avais assisté à une présentation avec Delphine l'année dernière, en effet, du biomimétisme, mais voilà, pour nous donner un peu des pistes et peut-être des exemples plus concrets, adaptés en fait au développement rural. Du coup, ça va un peu dans le sens de la question de Martha. Peut-être, Hugo, vous avez déjà travaillé avec la région Nouvelle-Aquitaine. Peut-être que tu as des exemples à développer. Ouais. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, ça va faire 3 ans, 3-4 ans même qu'on travaille avec eux sur le déploiement de la démarche. On va avoir, comme je disais, avant tout une cartographie, une mise en place d'un annuaire partagé, mise en place de réseaux. Donc, déjà, on fait des liens et des ponts entre les acteurs sur cette thématique-là qui étaient très peu repérés, notamment sur 3 aspects qu'on a poussés, les matériaux bio-inspirés, l'habitat bio-inspiré et le bioéthisme marin. Donc, sur ces 3 axes, c'est vraiment des axes qu'on a révélés et qui ont fait des ponts, commencé à déployer des chaires, ouvrir des masters. Il y a un master maintenant qui est ouvert sur les matériaux bio-inspirés. Il y a des chaires de recherche sur la valorisation des coproduits de la mer, tout ce qui va être vitres, tous ces coproduits-là, elles sont valorisés. Enfin, il y a une étude sur la valorisation de ces coproduits-là et voir comment on peut sortir à la fois des produits pour la cosmétique. Donc, il y a toute une réflexion sur les enjeux de valorisation des ressources. Il y a une réflexion qui est poussée aussi sur l'habitat, le territoire. Comment, là, on avait une réunion hier avec les directions de la Nouvelle-Aquitaine sur la construction durable. Comment, en fait, re-questionner, c'est aussi un prisme, comme je l'ai présenté tout à l'heure, les principes du vivant posent un prisme de regard sur la conception d'un territoire. Au lieu de se poser la question, là, ils sont en train d'ouvrir des appels à projets sur le bâtiment du futur, au lieu de dire il faut je sais pas, stocker de l'hydrogène ou faire du upcycling, ou poser des briques comme de cadres de référence qui peuvent être, par exemple, n'utiliser que l'énergie accessible sur le site, ou n'utiliser que des matériaux locaux, ou être régénératif, traiter l'air, traiter l'eau. Ça pose un cadre d'appel à projet qui est très performant et très pertinent parce que ça ouvre, ça laisse ouvert à la créativité. Donc, maintenant, on accompagne les demandeurs qui posent des appels à projets pour que les architectes, les bureaux d'études puissent répondre dans ce cadre-là. Et puis, donc là, on est sur un projet de bâtiment, mais on peut très bien aussi le voir sur un projet de territoire. Comment on pense le territoire? Vous êtes peut-être familier avec le terme de biorégion. C'est un découpage qui est plutôt orienté vers la faune, les systèmes écologiques, la géographie du territoire et qui sont pas toujours identiques au découpage administratif qui ont pu être fait. Et donc, c'est aussi arriver à révéler une réalité de territoire et voir quels sont les écosystèmes qui peuvent être présents sur ces territoires-là et voir comment on peut accompagner la résilience de ces écosystèmes-là. Et accompagner la remise en place de liens, d'intersections avec le vivant qui peut exister sur ces différents sites et recréer des synergies avec des symbioses, quels sont les services rendus par d'autres espèces, les valoriser. Donc là, il y a des travaux notamment avec la métropole de Toulouse qui veut faire une métropole bien inspirée. Donc c'est trouver des nouvelles manières de valoriser les services qui sont rendus entre les différentes espèces et de réaliser qu'il y a certains services qui ont été rendus sur certains territoires et qui ne sont pas encore valorisés et qui méritent donc d'être protégés, qui méritent d'être... voilà, il y a des réflexions comme ça. Après, dire d'autres, je ne sais pas si ça éclaire un peu, Martha. Après, il y a plein d'autres aspects. Hein. On travaille notamment avec des industriels, on travaille avec le secteur nautique, on travaille avec le secteur cosmétique, on travaille avec le secteur de l'habitat, de la construction, de la mobilité, qui sont en train d'essayer de se repenser sur leur manière de faire de la chimie, sur leur manière de... Et tout ça, il y a pas mal de projets qui sont sous la coupelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais finalement, ce n'est pas orienté vraiment sur le territoire. Oui, merci, ouais, ça répond complètement. Je me demandais, en fait, vous faites du coup un diagnostic de territoire
Et ça, enfin, voilà, la réponse que j'ai comprise, c'est qu'aussi finalement, vous commencez par tous ces réseaux d'acteurs, donc par identifier un peu les forces vives et quelque part, c'est à partir aussi de cette mise en réseau peut-être et des connexions qui se créent que vont se développer des axes de travail. C'est pas forcément vous qui, à partir d'un état des lieux, décidez entre guillemets de préconisation là-dessus. C'est peut-être que ça naît aussi de cette mise en réseau, c'est ça? Ça naît de trois choses. Cette mise en réseau qui va éclairer des synergies potentielles, comme je disais, d'une feuille de route la régionale, par exemple, si la région a construit une feuille de route déjà autour des enjeux de la transition, on essaie d'embarquer les acteurs sur ces synergies-là. Et un dernier axe qui est là en cours de maturation, on fait de la recherche là-dessus, on va essayer d'en pousser. Ce n'est pas juste le CIBio 50, je dis on, c'est l'écosystème du biométisme, où souvent on est plutôt l'organisateur, on va être le porteur de. Et puis derrière, on crée les ponts, on crée les liens avec les acteurs les plus pertinents quand nécessaire. Et il y a de la recherche, comme je disais, sur une réalité aussi de territoire. De quoi le territoire a besoin. Parfois, les synergies d'acteurs et les politiques publiques n'ont toujours pas réussi à identifier que, tiens, il y a tel marais qui est en train de s'assécher et telle côte qui est en train de se détériorer. Pour autant, ce n'est pas du tout dans la politique publique. Et si ça se détruit, eh bien, l'écosystème derrière va se détruire et donc toute la résilience du territoire va se détruire. Donc, il y a aussi cet axe-là. Alors ça demande un travail avec des écologues, avec de la compréhension du site, mais c'est pour autant primordial. Là, on voit dans les territoires en Hauts-de-France, à Saint-Omer, notamment, on réalise qu'ils sont en train de complètement assécher leur marée et bientôt leur biodiversité, ils vont être sous l'eau, ils vont avoir des sols complètement. Donc, ils réalisent tout d'un coup qu'il faut changer leur stratégie jusqu'au horizon 2030-2050. Voilà. Je crois qu'on a perdu. Je ne sais pas s'il y a d'autres besoins de compléments. Je pense qu'il y a plein de choses à discuter avec grand plaisir pour approfondir. Ouais, bon, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que du coup, je trouve moi que le biomimétisme, il donne des clés en termes d'ingénierie. Dans le cas d'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'ingénierie territoriale, qu'on pense au développement durable des territoires, etc. Après, ce que je trouvais intéressant aussi, peut-être de faire le lien, il y a des outils qui existent, qui ont été aussi à l'origine créé là-bas, en fait, qui est aux États-Unis avec Janine Benyus, qui est un peu la pionnière qui a pu formaliser un peu ce qu'est le biomimétisme, etc. Et qui a donc des outils, des sites internet qui existent, comme je pensais à Ask Nature, que j'ai découvert très récemment, où on questionne le vivant, en fait. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement, Hugo, parce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà aller voir, bon, c'est en anglais, mais comment on ferait le vivant, je ne sais pas, pour transporter l'alimentation d'un point A ou à un point B et d'aller trouver comment on fait le vivant pour résoudre certaines problématiques, questions qu'on pourrait avoir dans nos propres systèmes de fonctionnement, en fait. On peut peut-être mettre le lien, d'ailleurs. Mettre le lien. Ton micro est désactivé, en fait, Hugo. Ah oui, pardon. Ask Nature, c'est en effet un outil qui est assez intéressant qui a été développé. Alors, je ne sais pas si c'est un peu comme un moteur de recherche. Je ne sais pas si vous êtes familier avec. Alors, voilà, j'ai un petit problème avec mon Internet, je vais pouvoir vous l'envoyer tout de suite. Mais est-ce que je peux vous le présenter rapidement? En tout cas, c'est comme un petit moteur. Voilà, Ask Nature, merci. C'est comme un petit moteur de recherche qui vise à vous donner accès à la connaissance biologique. Donc, ça, c'est un travail qui a été mené par voilà. Donc là, ici, vous pouvez poser votre question. Distribute Energy. Et ça donne accès à des publications, à des recherches, à des actions comme ça. Donc, mais ça rempli à la main. Et ce n'est pas rempli à la main type Wikipédia avec une grande collaboration. C'est fait par quelques acteurs. Donc, le nombre d'entrées n'est pas encore extrêmement riche, mais il y a quand même déjà pas mal de choses. C'est intéressant pour approfondir. Mais ça reste souvent de la recherche en cours sur des aspects un peu techno, orientés sur des mécanismes un peu fonctionnels ou des matériaux. On n'est pas encore on n'est pas notamment sur des mécanismes de territoire ou des études comme ça. Tout n'est pas référencé. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais tout n'est pas dedans.
Et ça indique un peu, voilà, si ça distingue si c'est une stratégie, donc par exemple comment fonctionne cette espèce-là, ou si c'est une idée de recherche là-dessus. Voilà, vous pouvez identifier pas mal de choses. Après, il y a aussi une autre très belle méthodologie. Donc, bon, c'est un beau truc pour explorer la nature, mais nous, on est en train de développer avec le Muséum d'histoire naturelle maintenant des travaux de structuration de la donnée biologique automatisée avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir le même travail que Google. Quand vous posez votre question, ça va aller questionner toutes les publications et toute la donnée biologique existante. Ça, c'est des travaux de recherche qu'on est en train de pousser. On a remporté un PIA, un projet d'investissement d'avenir à 4 millions d'euros là-dessus, et sur la structuration des matériaux du vivant aussi. Et un autre très beau projet, par contre, que je vous invite à regarder, c'est l'adaptation fondée sur les écosystèmes. C'est une méthodologie développée par l'UICN, et c'est très, très intéressant. C'est une méthodologie assez très fonctionnelle sur. C'est pas uniquement les solutions fondées sur la nature, mais c'est aussi comment tout le mécanisme pour embarquer, aller étudier comment certaines populations autochtones, là c'est dans des populations, c'est dans des savoirs autochtones un peu ancestraux, mais à mon avis, ça peut tout à fait développer aussi sur des territoires. On dit souvent que nos anciens se souviennent de choses. J'ai plein d'anecdotes très intéressantes sur quand on discute avec un ancien qui nous raconte que la dernière fois, c'était des jeunes qui cherchaient à laver les coques de bateaux et pensaient pouvoir mettre en place des symbioses avec des espèces vivantes pour laver des coques de bateaux, pour éviter qu'il y ait des espèces qui voyagent à travers le monde. Puis quand on a parlé avec un ancien, il disait, mais nous, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on remontait juste dans la rivière. Parce qu'on passe d'une eau salée à une eau douce, et donc il y a un choc un choc de milieu, et la majeure partie des espèces disparaissent. Ouais, donc là, ce qui est très intéressant dans cette méthodologie-là, et je vous invite à la regarder, c'est une méthodologie qui est à la fois sociologique, anthropologique, qui accompagne l'appropriation de la solution, un co-développement de la solution par les populations locales et en même temps une appropriation de la solution par les populations locales. Donc c'est très, très intéressant pour déployer une réponse aux enjeux de la transition environnementale, du changement climatique, en allant apprendre des anciens. Donc c'est en plus de l'intergénérationnel et du savoir ancestral, et en plus avec un co-développement et derrière une appropriation et une gestion par cette population. Voilà, c'est aussi un autre outil qui peut être intéressant à l'explorer. Ouais, je l'ai mis dans le fil de discussion. J'ai également mis un lien sur Ask Nature qui va directement à une collection dédiée à la résilience des systèmes alimentaires, puisque c'est quand même un sujet qui revient souvent quand même dans les réseaux ruraux régionaux. Hein, donc voilà, après moi j'invite aussi mes homologues s'ils sont intéressés de continuer à réfléchir en fait à ces questions-là, pour qu'on puisse échanger en fait par rapport à notre dispositif, comment on peut déjà appuyer le CIBIOS et d'autres acteurs à appréhender ce sujet, à savoir ce qu'on peut en faire, comment on peut faire. Mais voilà, moi, ce que je souhaitais vraiment faire passer comme message aujourd'hui via cette webconférence, c'est que vraiment, pour nous, acteurs de développement de territoire et notamment sur les territoires ruraux, il y a vraiment de l'ingénierie intéressante à aller trouver. C'est vrai que ça demande une autre manière de penser, une autre manière de regarder les choses, c'est sûr. Hein, il y a un côté assez philosophique aussi derrière le biomimétisme, mais qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'en termes de durabilité, je trouve qu'il y a vraiment des choses à puiser, mais ça demande beaucoup de réflexion et d'échange aussi pour voir comment se les approprier, ces outils-là, et les intégrer peu à peu sur nos territoires et dans notre quotidien. Voilà. Ouais, et j'ai mis dans le chat aussi un lien vers le Territory Lab. Je vous invite à regarder ce qu'ils font. Donc, c'est l'Institut des futurs souhaitables, l'ADREAL, le CEREMA, tout un écosystème d'acteurs qui s'intéressent justement à la vallée de la Drôme, cette bio-vallée qui a eu un potentiel de structuration, de mise en lien avec le vivant, de structuration de la résilience. Et ils essaient de documenter, comprendre comment tout ça s'organise et voir comment ils peuvent former, même aller plus loin. Et notamment, ils lancent des ateliers pour former les élus et aussi tout l'écosystème local au principe du vivant, et voir comment ça peut questionner les politiques publiques localement, comment ça peut organiser et structurer une autre vision du territoire et une meilleure gouvernance, une meilleure synergie entre les acteurs sur le territoire. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des questions à prendre? Là, je vois qu'on a dépassé l'heure, mais s'il y a des questions. Je crois que ça a l'air bon. Si c'est bon pour tout le monde?
Sinon, on est à votre disposition par mail. Ça a l'air de... Oui. Alors, je ne sais pas si quand la vidéo est enregistrée, Martha, si en dessous, il y a les coordonnées des intervenants en fait, sous la vidéo, ou David, comment ça fonctionne quand après, il y a des questions donc oui, voilà, si tu as demandé l'enregistrement, oui, c'est ce qui... En fait, après, normalement, il y a les noms qui s'affichent. Enfin, c'est la vidéo de la mosaïque qui est retenue. Et après, il y a les coupures, enfin, il y a des choses, ils transmettront en fait au fichier vidéo et vous pourrez revoir pour couper, pour faire comme vous préférez pour le rendu final. Juste, je lisais le message de Patrick. C'est quoi les territoires en aura? Je ne connais pas. Je pense par exemple à la BioVallée, quoi, donc c'est sur la vallée de la Drôme qui travaille ces questions de résilience territoriale sur le plan alimentaire, mais sur le plan construction aussi durable, sur le plan des énergies. Mais je pense qu'ils n'appellent pas ça biomimétisme, ils l'appellent autrement. Enfin, je veux dire, ils sont comme M. Jourdain, quoi. Patrick, par contre, je pense que tu as envoyé le message juste à Delphine. Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Et oui, bah justement, voilà, le Territory Lab, c'est dans la vallée de la Drôme. Donc, oui, bien sûr, on les connaît. Ouais. Et puis après, bon, il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a plein d'acteurs. Là, en plus, vous imaginez bien qu'avec la crise du Covid, tout le monde a acheté, enfin, vous avez peut-être même vécu ça dans vos cercles, tout le monde achète une ferme pour créer son tiers-lieu à la campagne. Mais bon, souvent, certaines personnes avaient ça dans les tuyaux depuis un bout de temps et je connais pas mal d'écosystèmes, d'acteurs de territoire qui s'intéressent à structurer des écosystèmes autour de ces réflexions bio-inspirées, de gouvernance aussi. Il y a beaucoup de travaux sur la gouvernance avec beaucoup de métaphores et d'analogies autour du vivant qui créent. Alors évidemment, voilà, souvent les gens ne se décrivent pas tous du biomimétisme, mais finalement, il y a plein de ponts à faire. Ne défendons pas nos chapelles pour défendre nos terminologies, mais essayons de voir vraiment ce qui est le plus pertinent et ce qui se construit autour de tout ça. Ok. Du coup, tu pourras m'envoyer ton diaporama, comme ça on pourra le mettre en ligne. Martha m'a dit que ce sera directement sur le site du réseau rural, dans tout ce qui est dans la page web conférence du réseau rural. Voilà. Sans problème, avec plaisir. Super, ben, merci en tout cas Hugo merci pour à la vous. Présentation. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde pour votre participation. Et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ah, et